Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, donc, comme tout un chacun, donc j'ai pris attentivement connaissance de votre rapport d'orientation budgétaire et je dois reconnaître que ce ne fut pas toujours évident. Un document d'orientation budgétaire s'adresse certes aux élus locaux, aux fonctionnaires territoriaux, mais il s'adresse également aux néo-aquitains et je pense qu'il devrait être rédigé dans cet esprit. Or, ces orientations sont formulées comme si vous adressiez davantage à un collectif de militants écologistes. Que le prisme écologique, je pense que l'intervenante antérieure ne partagera pas forcément mon observation. Vous avez remarqué que ça n'a pas marché. Hein? Non, ça ne marche pas. Le prisme écologique traverse vos ambitions. Ça me paraît normal, mais ici, il les écrase. Prenons un seul exemple, mais ô combien caractéristique, le tourisme. Comment allons-nous développer un tourisme plus qualitatif, renforcer encore davantage l'attractivité de notre région, ce qui n'est pas un mince enjeu quand on sait qu'il représente 9% du PIB régional. On l'ignore. Seul est évoqué effectivement la nécessité d'un tourisme durable. Qui peut être contre? Sauf qu'on voudrait vraiment savoir ce qui se cache derrière une telle généralité. Monsieur le Président, l'écologique est un des enjeux du siècle et cela ne fait l'objet d'aucune contestation au sein de notre groupe. La région doit être au rendez-vous de ce défi, mais elle doit aussi porter une vision claire qui réponde aux enjeux de développement de ce territoire. C'est en tout cas la crainte que nous avons eue quand nous avons constaté qu'aucun des termes défense, aéronautique, viticulture, export n'était cité. Certes, vous ne pouvez pas tout évoquer en quelques dizaines de pages, mais ces secteurs que je viens de lister ne sont pas de minces sujets. L'industrie de la défense est une part de notre identité régionale. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le contexte international actuel pour vous convaincre du rôle qu'elle mène et qu'elle va mener au cours des prochaines années. L'aéronautique et la viticulture aussi, c'est nous, c'est notre fierté. Et si l'on veut bien voir toutes les opportunités suscitées par la tension entre développement économique et transition écologique, ce sont de plus en plus de secteurs qui ont besoin de la puissance publique pour profiter des nouvelles capacités d'innovation. Mais je ne veux pas donner l'impression de vous faire un procès d'intention en disant cela, car nous savons bien, Monsieur le Président, que vous êtes loin d'être étranger à ces préoccupations. C'est vous-même qui avez voulu renforcer nos liens avec la Direction générale de l'armement. C'est vous-même qui avez le rêve que la région devienne, je cite, le premier pôle aéronautique européen. C'est vous-même encore qui vantiez le bonheur qu'il y a de parcourir nos territoires entre le cognac et les vins de Bordeaux. Et c'est finalement là où je veux en venir, où on ne vous retrouve plus dans les documents qui nous sont soumis ce jour. Monsieur le Président, je ne suis qu'un élu régional depuis 2021. Vous avez souligné à ce titre les lacunes qui sont les miennes en matière budgétaire. J'essaierai de les combler. En revanche, vous ne m'étiez pas tout à fait inconnu avant cette date. Et sans même forcément toujours être d'accord avec vous, je vous reconnaissais une vision claire, une ambition forte pour la région. Mais c'est une caractéristique que je ne retrouve plus dans la précédente mandature que j'ai le plaisir de partager avec vous. Elle semble due, et j'y reviens, à la difficulté que vous avez peut-être à faire des arbitrages. On a parlé ce matin, cet après-midi également, ce que nous vous reprochons souvent quant aux alternements du dossier Néoterra se retrouve une nouvelle fois ici. Nous ne comprenons finalement pas quels sont précisément vos choix politiques, la direction de ce matin. Tout se passe comme si pour la première fois, vous aviez du mal à les assumer. Pourtant, gouverner, c'est choisir, c'est aussi ce que la trajectoire budgétaire nous impose. Nos capacités à investir vont diminuer, probablement plus ce que vous en dites, et cela nécessitera de déterminer des priorités, on y revient, des priorités claires. Madame la vice-présidente a présenté dans son propos liminaire la réalité de l'évolution de nos recettes. Je ne vais pas y revenir. Je sais que vous en appelez à un soutien renforcé de l'État, mais parlons-nous franchement. Les finances de l'État sont elles-mêmes en difficulté. La France a fourni des efforts titanesques pour amortir les effets de la crise Covid et nous savions que les années qui viendraient seraient difficiles, voire très difficiles. C'est une donnée qu'il faut simplement intégrer plutôt que de continuer à renvoyer sans cesse la balle à l'État. Avons-nous d'autres leviers? La baisse des dépenses de fonctionnement, difficile à imaginer dans la mesure où vos projections sont elles-mêmes étonnamment optimistes. En réalité,
Seule la quasi-stabilité des dépenses de fonctionnement vous permet de garder une trajectoire budgétaire correcte, alors qu'elle est en réalité quasiment intenable au regard de votre présentation et de la situation géopolitique et inflationniste qui impose une extrême prudence dans l'établissement de ces documents budgétaires. Je citerai 2 éléments simplement. J'ai la chance de pouvoir compter au sein du groupe Centre indépendant de nombreux maires. Et effectivement, sur ce sujet, il se trouve qu'on a travaillé comme tous les autres, mais on a travaillé particulièrement ce débat d'orientation budgétaire et on a centralisé les éléments de communes bien différentes. Angoulême, Agers, Agedmo et Cambo sont effectivement dans des amplitudes bien distinctes. Eh bien, je citerai simplement 2 choses, même si j'ai bien retenu les explications qui m'ont été données sur ce sujet en commission des finances. Vous tablez sur une baisse du prix du gaz de près de 40%, suivie ensuite, projection jusqu'en 2028, d'une stabilité ultérieure, car la plupart des collectivités communales ou intercommunales visent davantage une diminution de 10 à 20%. J'ai bien pris connaissance et j'ai bien intégré effectivement l'impact des 40% qui était, j'allais dire, visé sur les lycées. Vous limitez l'évolution de la masse salariale à 1,5% du glissement du GVT, alors que nous ne pourrons pas échapper à des revalorisations indiciaires également, dans un contexte inflationniste qui emportera bien d'autres niveaux de nos charges à caractère général. Je me permets sur le sujet de vous renvoyer au décret du 28 juin de la présente année qui prévoyait certes une revalorisation au 1er juillet, mais qui également dispose qu'à compter du 1er janvier 2004, l'attribution de 5 points d'indice majoré pour tous les agents publics. Donc je ne peux pas, j'allais dire, considérer que sur 2023, le compte administratif qui intégrera ces éléments et sur 2024 ensuite, on sera affecté par tous ces éléments. Ne pas le considérer serait irresponsable. Le même compte administratif devra bien entendu intégrer les prévisions à la baisse de la TVA, vous l'avez correctement rappelé. Mais arrêtons-nous un instant sur ce compte administratif simulé sur le document que vous nous avez fourni, simulé en page 39. Il est particulièrement édifiant sur le sujet. Je retiens que 3 éléments pour limiter mon propos. Les dépenses de fonctionnement, ils sont très largement plus importantes en 2023 que sur chacune des années antérieures depuis le début de l'exercice. De la même manière, postérieurement, elles restent stables jusqu'en 2028. Totalement invraisemblable. Pas davantage raisonnable de penser que le niveau d'emprunt, qui en 2023 s'établit en niveau record, ça a été souligné fort justement depuis le début de la mandature autour de 550 millions, même s'il a été réuni comme on l'a vu ce matin, il pourrait être ramené en 2028 à 300 millions, avons-nous entendu, soit au plus faible niveau de la dite mandature. Bien entendu, les 9,9 années de capacité de désendettement espérées tombe fort bien pour ne pas atteindre le cap honni par les collectivités. Malheureusement, à l'épreuve de la réalité, il pourrait très vite se transformer en 10, j'espère pas davantage, plutôt que de redescendre à 8, comme vous l'envisagez d'ici la fin du mandat. Donc, c'est un fait, Monsieur le Président, la capacité à investir de la région va baisser et nous ne pouvons vous en faire reproche, car vous n'avez pas de prise sur les facteurs qui sont en jeu. Ce que nous vous demandons en revanche, c'est d'être pleinement sincère, non seulement avec l'Assemblée régionale, mais également avec l'ensemble des Néo-Aquitains. Finalement, tout ce que je viens de dire se rejoint, et ce que j'ai dit ce matin également, qu'il s'agisse de regretter que votre identité historiquement portée vers une vision à long terme, pro-industrie, pro-recherche, pro-innovation, que cette identité, disais-je, ne transpire plus dans les documents dont nous débattons. Qu'il s'agisse par ailleurs d'être clair sur ce que seront vos choix dans un contexte où les marges de manœuvre budgétaires se restreignent. En résumé, quelle est aujourd'hui votre vision pour la région? On évoquait ce matin le rapport au temps. Eh bien, quelles sont vos perspectives à long terme? Où est la Nouvelle-Aquitaine, certes en 2028 et peut-être au-delà, 2040? Ou plutôt, où voulez-vous qu'elle soit? En conclusion, Monsieur le Président, si nous allons bien évidemment vous donner acte de ces orientations, nous regrettons fortement qu'elles ne nous apportent aucun éclairage réel sur le cap politique par vous retenu. Je vous remercie.